Alors, nous débuterons avec M. François L'Italien, qui nous parlera de la question de l'événement urbain. Merci beaucoup, Bernard. Je voudrais d'abord remercier le Centre Justice et Foi et l'Univers Laval d'avoir organisé cette table ronde-là sur un sujet absolument fondamental. Fondamental parce que les choix énergétiques sont... ils sont au cœur de ce que le 21e siècle va avoir l'air la fin du siècle, parce qu'en fait, ils sont au cœur de la question écologique. Alors souvent, on se demande par où prendre ça, la question écologique. Bien, la question des choix énergétiques, des systèmes énergétiques, c'est une excellente voie pour rentrer dans cette question-là, et se positionner aussi bien sur le plan politique que sur le plan des considérations quotidiennes. Non seulement c'est d'actualité pour cette raison-là, mais c'est d'actualité aussi d'organiser une table ronde comme ça, parce que, Bernard l'a mentionné, il y a la publication d'un rapport, en fait, le coulage d'un rapport sur les enjeux énergétiques du Québec, qui a été fait il y a à peine un mois et demi. Le contenu de ce rapport-là a été salué par la plupart de ceux qui sont des observateurs du secteur de l'énergie au Québec comme une des pierres blanches de la transition énergétique du Québec. Je vais revenir un peu sur ce concept-là, mais ce rapport-là, qui fait 300 pages bien tassé, vous devez vous le procurer. Il est en accès libre sur Internet, sur le site du ministère des Ressources naturelles. C'est quelque chose de fondamental. On n'est pas nécessairement d'accord avec tout ce qui est écrit là-dessus, mais les principales lignes directrices, soit de faire en sorte qu'une politique énergétique au Québec soit basée sur la maîtrise de l'énergie, c'est-à-dire de réaffirmer le fait qu'on doit absolument reprendre un contrôle collectif sur les leviers de développement énergétique au Québec, qui doit être mis de l'avant. C'est une proposition qui est absolument fondamentale, et ça explique, selon moi, pourquoi on en a si peu parlé au bout du compte. Et donc, je salue aussi cette initiative pour qu'on puisse en parler. Alors, l'exposé, rapidement, je vais diviser en 3 points. Je vais d'abord mettre un peu la table de la discussion ce soir en présentant des éléments de contexte, parce que la question énergétique ne se pose pas comme ça, comme une question qui est essentielle. Elle répond à une double crise sur laquelle je vais revenir. Je vais ensuite présenter la question de l'efficacité énergétique, parce qu'on m'a demandé de réfléchir un peu à cette question-là. Qu'est-ce que ça mange en hiver, l'efficacité énergétique? On peut suffire à une politique où on aurait l'efficacité énergétique comme principe cardinal. Je vais d'abord souligner les problèmes, parce que c'est ma déformation professionnelle en sociologie, si vous voulez. On examine toujours les choses d'une façon un peu critique au début. Alors, je vais examiner un peu les problèmes qui viennent avec cette notion-là, comme un package D. Puis, une fois un peu déconstruit, je vais ensuite voir en quoi cette notion-là d'efficacité énergétique pourrait être quelque chose de fécond pour une politique énergétique qui serait digne de ce nom. Alors d'abord, au niveau du contexte, plus fort encore. Merci. Bon. Alors, au niveau du contexte, d'abord, la question énergétique, elle se pose parce qu'on est confronté à 2 crises absolument fondamentales, absolument contraignantes au niveau de l'action collective, la crise écologique et la crise économique. La crise écologique, vous attendez bien ici, le 2e rapport du GIEC de la 4e, 5e vague du rapport a été publié tout récemment. Et, écoutez, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Les scénarios les plus conservateurs d'hier sont en fait les scénarios les plus optimistes d'aujourd'hui, au sens où les hypothèses catastrophistes sur lesquelles on planchait en 2003-2007 s'avèrent en fait être des hypothèses tout à fait réalistes. Notamment sur le plan du climat, puisque le GIEC, le groupe international d'études sur l'évolution du climat, planche sur l'idée que l'évolution du climat, la transformation du climat est une variable fondamentale pour comprendre comment évoluent à vitesse grand V les grandes variantes des systèmes écologiques dans le monde. Et grosso modo, il y a un indicateur qui ne ment pas, qui est devenu, si on veut, un seuil critique qui peut organiser les politiques publiques, qui est le seuil d'augmentation de la température de surface de la Terre. Alors, on disait qu'au-delà de 2 degrés Celsius, toute augmentation supérieure à 2 degrés Celsius entraînerait une série de catastrophes naturelles qui remettraient sérieusement en question l'habitation
la vie sur Terre, la vie en général, la vie humaine sur Terre, en attaquant notamment les systèmes écologiques, du carbone, de l'oxygène, etc., mais aussi la capacité de la planète à régénérer des sources d'eau potable, à multiplier les épisodes de météorologiques extrêmes, etc. Des choses qui bouleversent assez radicalement l'habitation humaine sur Terre. Or, là, on s'enligne vers un scénario d'augmentation entre 2 et 4 degrés Celsius. Donc, le rapport du GIEC vient mettre la table contre tous ceux qui sont climato-sceptiques et éventuellement dogmatiques, négationnistes, que nous devons agir, c'est une contrainte absolue, nous devons agir. Et puis la question, c'est pas quand, la question c'est comment. Parce que une transition vers un système, des systèmes économiques qui seraient moins pesants sur la nature, vont devoir impliquer une série de choix politiques. Et la question des choix politiques, est-ce que ça va être des choix contraignants qui vont entraîner des inégalités sociales ou ça va être des choix maîtrisés qui vont se faire sur une base de répartition des risques entre les différentes classes sociales et les différentes générations. Il y a une riposte à ça, la transition énergétique. À travers le monde, notamment en Europe, sont très très bien lancés là-dessus. Il y a un mouvement qu'on appelle la transition écologique, mais qui, by the way, mène sur la question de la transition énergétique. La transition énergétique, c'est quoi? Ben, c'est une série de mesures, d'initiatives, de mouvements sociaux qui veulent questionner nos systèmes énergétiques en opposant en gros un programme dont le tronc commun se résume à 3 grandes propositions, que je vous résume ici. La première, absolument sortir du pétrole. Prioritaire, comme disait Lisa Frula, c'est la chose qu'il faut faire, sortir du pétrole, c'est ce qui va empêcher qu'on s'enligne vers une augmentation supérieure à 4 degrés Celsius de température de surface. Deuxième proposition, mettre en place des systèmes énergétiques faiblement intensifs en carbone, basés sur des énergies renouvelables. Donc, sortir ultimement de systèmes énergétiques lourds qui sont basés sur une très très grande ponction de ressources sur la nature. Et troisième grande proposition de la transition énergétique, viser des politiques d'efficacité énergétique. Bon, avec tout le flou qui vient avec cette notion-là. Il y a évidemment dans ce package de 3 grandes propositions-là toute une série de positions qui vont des plus critiques aux plus consensuelles. Je n'embarquerai pas là-dedans, mais je vais vous dire que déjà sur pied une riposte à la question des changements climatiques. Cette riposte-là tarde à s'installer au Québec. Le rapport, justement, sur la commission des enjeux énergétiques est une pierre blanche dans l'établissement de cette transition énergétique au Québec. Deuxième élément de contexte, la crise financière et économique, qui est quand même, là aussi, qui fixe les grands paramètres de l'action collective de façon pratiquement aussi implacable que la crise écologique. Alors, depuis la crise financière de 2007-2008, c'est un fait, les États sont entrés dans une spirale d'endettement. Les États ont dû venir au secours des grandes banques qui, si elles n'étaient pas capitalisées, tombaient en faillite. Et donc, les États se sont endettés pour sauver ces banques-là. Et qu'est-ce que ça a fait? Bien, leur endettement se traduit par des politiques économiques, sociales, budgétaires d'austérité, primo. Donc, on a des politiques où on coupe dans les services sociaux, on coupe dans les services environnementaux, on coupe donc dans tout ce qui n'est pas lié au remboursement de la dette, on coupe dans les dépenses. Et deuxièmement, ça fait en sorte que l'État a perdu sa capacité d'initiative dans des investissements publics qui seraient justement structurants pour la transition énergétique, vers des infrastructures, des ponts, des routes, des infrastructures de transport qui pourraient être faiblement intensives en carbone. Donc l'État a perdu sa capacité de structuration économique étant donné cette crise-là. Parallèlement à ça, les grandes organisations financières se sont redéployées. Ils se sont redéployés de 2 manières. Ils se sont redéployés d'une part en investissant massivement dans des actifs tangibles. Et les actifs tangibles, on a eu la preuve de ça avec la Caisse de dépôt de placement, qui depuis la crise de 2008 puis la débandade financière a décidé d'investir dans des actifs tangibles très polluants que sont les sables bitumineux. Le principal placement de la Caisse de dépôt de placement en 2012 était de 5,3 milliards dans les sables bitumineux de l'Ouest canadien. C'est ça des actifs tangibles. Et il y a effectivement une tendance à
une fuite en avant qui est déclenchée par les institutions financières, précisément parce que les sables bitumineux et d'autres formes d'énergie sale présentent des bonnes perspectives de rendement. Par ailleurs, il y a un redéploiement aussi des grandes organisations financières dans les énergies vertes. Paradoxalement, Shell, Enbridge, BP sont en ce moment les plus gros financeurs de systèmes énergétiques verts. Pour vous donner un exemple en mille, au Québec, en fait, on peut dire dans le nord-est de l'Amérique du Nord, le plus grand parc éolien du nord-est américain, qui est situé dans la vallée de la Matapédia, est copropriété d'EDF, Énergie de France et Enbridge. Enbridge qui est responsable de la circulation, du transport des sables bitumineux de l'Ouest canadien. Donc, il y a un redéploiement des grandes firmes énergétiques qui sont dans les énergies fossiles, qui se redéploient dans les énergies vertes, mais sur leur propre base, avec, évidemment, c'est des méga-parcs, c'est des grosses infrastructures qui sont loin des préoccupations régionales, qui ne sont pas sous contrôle collectif. Et il y a une structuration de toute la filière énergétique verte qui se fait actuellement à vitesse grand V, mais par les grandes organisations financières. Donc ça, c'est deux éléments de contexte qui m'apparaissent essentiels à considérer lorsqu'on a à penser à qu'est-ce que c'est une politique énergétique pour le 21e siècle et quel est le futur énergétique du Québec. Bon, la question maintenant de l'efficacité énergétique, parce que c'est de ça dont on m'a demandé de parler. Bon, l'efficacité énergétique, je vais présenter deux problèmes qui sont associés à cette notion-là, à cette catégorie-là, catégorie sociale-là. Un problème général, un problème particulier. Problème général, l'efficacité énergétique, c'est quelque chose qui est tout à fait compatible avec le développement du statu quo. Pourquoi? Parce que l'efficacité énergétique, au fond, quand on veut donner une définition qui rallie à peu près tout le monde, c'est utiliser moins d'énergie pour produire les mêmes biens et services. Diminuer la quote-part, le quantum d'énergie pour produire un bien identique. Parce qu'une efficacité énergétique, nécessairement, c'est basé sur des ratios. On compare. Pour produire une tasse en verre, j'ai besoin de combien de kilowattheures répartis sur 1 million de tasses. L'efficacité énergétique va consister à diminuer le nombre de kilowattheures nécessaires pour produire la même tasse. Alors, évidemment que pour ceux et celles, en fait, surtout ceux qui ont des intérêts bien implantés dans on va l'appeler tel qu'il est, le système capitaliste contemporain, la question d'efficacité énergétique ne pose pas nécessairement de problème, pour autant où, justement, l'efficacité énergétique est à la base d'un calcul coût-bénéfice qui peut être à l'avantage des grandes compagnies. Pourquoi? Parce que, évidemment, déployer des mesures d'efficacité énergétique, ça fait en sorte que si on utilise moins d'énergie pour produire autant de bens, autant de biens, autant de services, ça augmente nos marges bénéficiaires. On paye moins cher l'électricité parce qu'on en utilise moins. Donc, c'est un surplus qu'on peut réaffecter, notamment en versement de dividendes à des actionnaires, notamment en rachat doré à des grands véhicules. Bon, vous voyez le portrait. L'autre chose, l'autre problème qui est associé à ça, c'est que la marge bénéficiaire qui est dégagée de l'efficacité énergétique peut très bien être réinvestie dans produire plus de choses. L'efficacité énergétique ne porte pas en elle, comme notion, l'idée qu'on doit faire décroître de façon absolue la production de biens. Parce que c'est une nécessité objective pour le 21e siècle que nous devons diminuer, non pas proportionnellement la production de biens, nous devons la diminuer de façon absolue. Nous devons décroître la production de biens. Pas de services, de biens. On doit augmenter leur qualité, on doit augmenter leur durabilité. Ça peut se traduire par une augmentation, ça va se traduire par une augmentation du coût, là où la répartition des coûts est bonne. Mais nous devons décroître notre empreinte écologique et ça passe par une diminution de la quantité de biens qui sont produits. Et donc, la question de l'efficacité énergétique ne mène pas nécessairement vers une sobriété énergétique. Et c'est là la distinction qui est essentielle entre efficacité énergétique et sobriété énergétique. Sobriété énergétique, ça veut dire qu'il faut faire décroître de façon absolue notre consommation d'énergie. Pas question de, par rapport à un pourcentage de, comme par exemple le gouvernement Harper dit qu'il fait des efforts pour diminuer les gaz à effet de serre, l'émission des gaz à effet de serre au Canada, il se réfère à des différentiels d'intensité plutôt que des cibles absolues. On dit, comparativement à 90,
le pourcentage d'émissions a diminué. C'est pas ça. On veut une diminution nette par rapport à 1990. Bon, premier problème. L'efficacité énergétique peut être comme élément de politique énergétique tout à fait compatible avec le statu quo puis la destruction de la planète. Donc, il faut axer une politique énergétique, je vais être normatif un petit peu, il faut axer une politique énergétique sur la sobriété énergétique. Et si on a une politique d'efficacité énergétique, elle doit montrer clairement que les gains d'efficacité vont directement dans la décroissance. Deuxième problème, plus québécois, plus proche de nous, c'est Hydro-Québec. Paradoxalement, notre société d'État nous a échappé des mains. Vous me gardez au courant. Globalement, elle nous a échappé des mains de plusieurs manières, mais je vais juste parler de la principale. Hydro-Québec, son mandat initial, c'est d'être une société qui est au service du bien commun québécois. De permettre qu'on aille d'une part, pour la clientèle résidentielle, donc pour le commun des mortels, avoir des services énergétiques à bas coût, qui sont financés par nous-mêmes, ce qui est le 3/4 de la production énergétique actuelle. Hein, on a l'essentiel de la production énergétique qu'on consomme, on l'a payé depuis que les barrages ont été créés. Puis d'autre part, Hydro-Québec devait être le fer de lance de la structuration de l'économie québécoise. Hydro-Québec devait, parce qu'on a un contrôle sur le système énergétique, on peut avoir un contrôle sur l'économie et les grandes orientations qu'on veut donner à l'économie. Si on veut un système économique qui est écologique, Hydro-Québec, selon la mission fondatrice, devrait être au service de cette orientation-là. Or, il y a un petit problème, c'est qu'Hydro-Québec a glissé de cette mission-là, c'est progressivement émancipé de cette mission-là, pour devenir une source de revenus pour le gouvernement du Québec. À mesure qu'on a défiscalisé des revenus, notamment en diminuant les palettes d'impôts pour les plus riches, notamment en diminuant le niveau d'imposition sur le capital des grandes entreprises, bien, le gouvernement devait avoir d'autres sources de revenus que la fiscalité. Hein, si on commence à dédouaner certaines classes sociales de leurs responsabilités financières vis-à-vis de l'État, ça fait moins d'entrée de revenus. Donc, il faut trouver de l'argent ailleurs. Puis comment on trouve de l'argent ailleurs? Bien, on en a trouvé dans nos sociétés d'État. Hydro-Québec a été, depuis 1981-1982, habilité à verser les dividendes au gouvernement du Québec au-delà des surplus nécessaires à l'entretien et au développement des barrages. Hein? Donc, l'idée, c'est de pressuriser Hydro-Québec pour qu'il puisse générer des profits. Et ça met Hydro-Québec dans une drôle de posture, surtout si on lui demande de faire de l'efficacité énergétique. Parce que l'efficacité énergétique, normalement, dans la définition mainstream, c'est les négawatts. Donc, c'est demander à une société d'État qu'on a orienté clairement vers générer des profits, on lui demanderait d'être le promoteur de mesures éco-énergétiques qui feraient au bout du compte qu'il y aurait moins de consommation énergétique, donc moins de revenus pour Hydro-Québec. Gros problème pour Hydro-Québec, puis en fait, ça explique en grande partie pourquoi Hydro-Québec n'a pas été très active au niveau des mesures d'efficacité énergétique. Par ailleurs, Hydro-Québec n'est pas très intéressé à se lancer dans l'efficacité énergétique pour une deuxième raison, mais qui est afférente à la première, c'est qu'on est, Christian Simard va en parler tout à l'heure, dans une situation de surplus énergétique colossaux, de l'ordre de 30 TWh pour le Québec. Et donc, toute économie d'énergie dans la consommation domestique va nécessairement, comme par vase communicant, aller du côté des surplus. Et les surplus, il faut bien qu'ils soient vendus quelque part. Puis en ce moment, ils sont vendus à perte. Donc, on préfère chez Hydro-Québec vendre l'électricité à 5,23 cents de kilowattheure en consommation domestique que 3 cents de kilowattheure sur le marché américain, qui est inondé par les gaz de schiste, par l'énergie qui provient des gaz de schiste. Donc, c'est un choix qu'Hydro-Québec ne peut pas faire. Bon, ça va vite. Des propositions. On pourrait revenir dans la... Proposition. L'efficacité énergétique n'a de sens que si elle est mise au service de la transition énergétique. C'est pas une façon de faire plus d'argent, c'est pas une façon de mieux consommer, comme dit Hydro-Québec. C'est pas plus consommer, c'est mieux consommer. Non, c'est même pas ça. L'efficacité énergétique, tous les gains d'efficacité énergétique devraient être mis dans un gros panier qui doit absolument servir à financer, opérationnaliser la transition énergétique au Québec. 3 grands secteurs, 3 grandes corvées autour desquelles on peut organiser la transition énergétique.
La première, le transport. On a entendu parler pendant la campagne électorale et bien avant de la corvée d'électrification des transports, priorité absolue. À l'IREC, ça fait plusieurs années qu'on en parle, de mettre ensemble sur la table, la même table, l'ensemble des projets d'électrification des transports, le tramway à Québec, le trolleybus à Montréal, le monorail suspendu qui relie le Québec et Montréal, les grandes régions du Québec. Corvée essentielle, stratégique, qui a en plus l'avantage de faire du développement régional, de nous repositionner sur le plan des énergies vertes et des systèmes énergétiques de pointe au 21e siècle, de développer le train là où il a développé les régions. On a abandonné le train pour des pistes cyclables, c'est pas fort, ça. Bon. Deuxième chose, l'habitation. Il y a énormément de choses à faire avec l'habitation, aussi bien du point de vue de la rénovation de l'existant. Hein, il y aurait une gigantesque tâche de rénovation éco-énergétique à faire avec les logements sociaux, les immeubles. La maison chez nous, ça nous coûte 120$ par mois. Là, des blagues là, en termes d'électricité, parce que les murs, il n'y a rien là-dedans. Ça a été fait des années 50, l'électricité était 3,5$ par 30 ans. Ça ne coûte rien. On n'est plus dans ce monde. Donc, il faut qu'on ait des programmes qui nous permettent, tout un chacun, de diminuer d'une façon absolue notre consommation d'énergie. Pour conclure, l'aménagement du territoire. Troisième secteur où on doit absolument repenser notre mode de vie, c'est l'aménagement du territoire. À Québec, bon, on va voir qu'est-ce que ça donne. L'aménagement des écoquartiers m'apparaît important. On a un peu édulcoré le projet. Mais qu'est-ce que c'est un écoquartier? En gros, c'est l'idée qu'on sort de la spatialisation hyper fonctionnaliste de l'espace urbain. Une place pour consommer, une place pour dormir, une place pour travailler, une place pour se détendre, aller à loisir, un power center. Bon. Il faut qu'on sorte de ça et qu'on revienne à des tissus sociaux d'habitation qui sont multifonctionnels. Réduire les circuits d'approvisionnement, de vie domestique. Il faut qu'on réduise la quantité d'énergie utilisée pour aller sur les lieux de travail, les lieux de consommation. Il faut qu'on réduise ça pour revenir à des milieux de vie beaucoup plus conviviaux, puis beaucoup plus efficaces sur le plan énergétique. Et ça, bien, ça va demander de repenser les normes de structuration du territoire, de repenser la ville. Il y a déjà, dans la faculté des sciences de l'aménagement, il y a déjà des théories un peu fonctionnalistes, bon, qui ne sont pas trop... mais c'est tout à fait intéressant. Les idées sont sur la table, il s'agit juste de leur donner l'espace qui leur est dû. Alors voilà, on pourra revenir sur des éléments dans la Alors, merci beaucoup. Alors, ce que j'ai pris, juste pour sortir quelques idées, on a parlé de crise écologique, de crise économique, l'efficacité énergétique versus la sobriété énergétique, et puis des propositions vers la transition énergétique par le transport, l'habitat et l'aménagement du territoire. On pourra revenir pour les questions. Le deuxième intervenant va être M. Sylvain Archambault, qui a un PowerPoint, lui, qui va parler de l'exploitation possible ou non de l'exploitation pétrolière dans le Golfe Saint-Laurent. Oh, là, c'est l'un ou l'autre, hein? L'un ou l'autre. Il faudrait que vous vous tassiez. L'atmosphère disco-bar aussi. C'est correct. Mais je pense qu'il faudrait que vous Comme je devais préciser. Bonsoir tout le monde. Je remercie en premier le Centre Justice Québécois pour cette invitation de parler du Golfe Saint-Laurent. C'est toujours un grand plaisir de parler du Golfe Saint-Laurent. C'est un endroit qui me fascine depuis longtemps. Mais je vous en parle ce soir en rapport avec les hydrocarbures. C'est un petit peu moins plaisant. Beaucoup de politiciens nous racontent qu'il semblerait y avoir beaucoup d'hydrocarbures dans le Golfe Saint-Laurent. Il faudrait aller de l'avant, il faudrait aller explorer. Ceux qui sont un petit peu visuels ont vu que j'ai 4 points d'interrogation après les hydrocarbures dans le Golfe Saint-Laurent. C'est très hypothétique. Il y a un constat qu'on se doit de faire, c'est que le Québec a besoin de beaucoup de pétrole. Juste quelques chiffres.
40 de nos besoins en énergie viennent des produits pétroliers, des hydrocarbures. Notre consommation quotidienne, c'est 300 000 barils par jour. Faire l'image, le réservoir que vous voyez à droite, c'est notre consommation au Québec en 2 jours. Donc, ça nous prend beaucoup de produits pétroliers. Et ces importations-là nous coûtent 14 milliards par année. Donc, les politiciens nous disent, ça nous coûte cher, on a besoin de beaucoup, donc allons chercher le pétrole qu'on a au Québec. Le problème, qui est majeur, c'est qu'il n'y a aucun gisement de pétrole dans le Golfe et sur Anticosti. Il y a peut-être un potentiel hypothétique, mais il n'y a aucun gisement. Un gisement, c'est quoi? Un gisement, c'est une réserve de pétrole où on a foré et on a vu le pétrole, on a mesuré la quantité. À ce moment-là, on peut parler de gisement. Mais dans le cas d'Anticosti et dans le cas du Golfe Saint-Laurent, il n'y a pas de gisement de pétrole. Il y a peut-être quelque chose, il y a des indices, mais il n'y a rien de plus. Et avant d'exploiter, ben, il faut prouver premièrement qu'il y a du pétrole, il faut aller explorer, il faut chercher. Et c'est pour ça qu'on nous vante ce grand potentiel, on nous parle de milliards de barils. Si vous faites un décompte, vous voyez que, par exemple, pour le site de O'Leary, les chiffres, il y a quelques années, c'était 1 milliard de barils potentiels, ça a monté à 2 milliards, à 5 milliards. J'ai des documents du ministère des Ressources naturelles maintenant qui parlent, et le conseil, je pense que c'est l'Institut économique de Montréal qui parle, sont rendus à presque 10 milliards de barils pour O'Leary, et pourtant, il n'y a aucun travail qui a été fait, il n'y a aucun rapport géologique qui démontre ça. Le chiffre semble monter d'une façon assez fascinante. Dans un sens, c'est intéressant, on a de plus en plus de pétrole, le problème, c'est qu'on ne sait même pas s'il y en a. Le gros problème avec ça, et je vais vous donner une image très simple, il y a une rue, il y a un camion qui s'en vient à toute allure et je mets un porte-monnaie au milieu de la rue. Si je vous dis qu'il y a 10 $ dans le porte-monnaie, je doute que vous affronter le camion et aller le chercher. Si je vous dis qu'il y a 10 000 $ dans le porte-monnaie, ça se peut que vous y allez. Mais si je vous dis qu'il y a 1 million de $, je pense que vous allez prendre des risques que normalement vous ne prendriez pas. Et avec le pétrole dans le Golfe, c'est peut-être ça qui est en train de se passer. On gonfle les milliards pour peut-être nous amener à prendre des risques qu'on ne devrait pas prendre. On m'a demandé d'aborder ma présentation de 3 façons différentes. Premièrement, se demander, est-ce qu'il y a une façon sécuritaire pour aller chercher, aller fouiller s'il y a effectivement du pétrole? Donc, est-ce qu'il y a des règlements, des règles qu'on pourrait se donner sécuritaires? Compte tenu des répercussions, quelles seraient les répercussions écologiques sur le Golfe, advenant qu'on aille là-bas avec ces mesures sécuritaires? Et sachant tout ça, est-ce qu'on devrait, oui ou non, aller de l'avant? Donc, premièrement, peut-on envisager d'une façon sécuritaire l'exploration pétrolière dans le Golfe du Saint-Laurent? Avant de commencer, juste se faire une image, où sont les permis d'exploration pétrolière présentement? En jaune, c'est des permis québécois sur la terre ferme québécoise, donc la presque totalité de la Gaspésie. Heureusement, il y a des parcs nationaux pour avoir quelques endroits blancs. Anticosti, c'est pratiquement la même chose, c'est couvert de permis d'exploration pétrolière. Dans le Golfe, c'est beaucoup plus clairsemé. Il y a quelques permis qui ont été émis par le Québec en 1996, les permis en mauve que vous voyez près de la Basse-Côte-Nord et tout près de O'Leary. Ces permis-là sont suspendus depuis 1997. Il y a un moratoire dans toute la partie québécoise du Golfe. Du côté Terre-Neuve, il y a des grands permis près de la côte et il y a aussi des permis tout près de O'Leary. Donc, on va plus s'attarder au site de O'Leary où la compagnie Corridor Resources a des projets de forage. Si on veut se donner des règlements, des règles de fonctionnement en milieu marin, c'est complètement différent qu'en milieu terrestre. En milieu terrestre, c'est le territoire québécois, c'est le ministère des Ressources naturelles qui fait des règles. En milieu marin, premièrement, il y a 5 provinces. Il y a plusieurs provinces, donc chacune a un petit peu son coin du carré de sable. Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse ont conclu des ententes avec le fédéral. Pourquoi? Parce que c'est triste, mais le fond marin, c'est de propriété fédérale dans le Golfe du Saint-Laurent. C'était démontré par un jugement de la Cour suprême en 1984. Terre-Neuve réclamait la propriété des fonds marins. La Cour suprême a dit non, cette valeur, c'est fédéral. Donc, une province qui va aller de l'avant doit conclure des ententes avec le fédéral et doit se doter de règles fédérales provinciales. C'est une gestion conjointe, 50%, 50%. Donc,
Si le Québec va de l'avant, le Québec ne serait pas entièrement maître d'œuvre. On devrait se plier aux règles qu'on conviendrait avec Ottawa. Et quand on fait de l'exploration, il y a deux grandes choses. On ne va pas forer n'importe où parce que ça coûte extrêmement cher, un puits de forage. C'est 50 à 60 millions de dollars pour un seul puits en milieu marin. C'est extrêmement onéreux. Donc, il faut choisir des endroits, cibler les bons endroits. La technique utilisée, c'est les levées sismiques. Donc, des navires qui sillonnent le Golfe. Le Golfe a été sillonné, il y a 60 000 kilomètres de lignes sismiques qui ont été tracées. Donc, on envoie des échos très, très puissants vers le fond marin. C'est les sons les plus puissants que l'humain peut générer. C'est au-delà de 250 décibels. Et là, on sillonne le Golfe et on récolte l'écho. Et ça nous donne une idée des structures géologiques sous le fond marin, structures géologiques, où il pourrait y avoir des hydrocarbures. Le problème avec ces ondes-là, elles sont extrêmement puissantes. Elles ont un impact, entre autres, sur des mammifères marins qui ont besoin d'audition pour l'alimentation, l'orientation. Il y a des impacts aussi sur la faune, sur des poissons, des larves de poissons, des larves de homards et de crabes. Donc, il y a vraiment un impact au niveau de la faune. Et ça crée aussi, c'est caché en bas, conflits avec les pêcheurs. Très souvent, il y a des conflits. Les levées sismiques sont faits dans des zones où les pêcheurs voulaient aller pêcher. Donc, très souvent, on rencontre ce genre de conflit. Maintenant, l'exploration, très, très souvent, on nous dit, quand on a trouvé un endroit propice, là, il faut absolument forer. C'est la seule façon de savoir s'il y a du pétrole dans l'endroit, c'est de forer un trou de forage. On nous dit très, très souvent, c'est seulement de l'exploration, on veut juste aller voir, il n'y aura pas de problème. Au contraire, en milieu marin, le stade d'exploration, c'est reconnu comme étant le stade le plus risqué, le plus dangereux de tout le cycle pétrolier. Pourquoi? C'est qu'on va forer vers des zones où on ne connaît pas des pressions internes sous la croûte, sous le fond marin. On ne connaît pas la présence de poches de gaz inconnues qui pourraient remonter dans notre puits explosé. Les deux plus importants marées noires à partir d'une plateforme de l'histoire, c'est Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique et c'est aussi X-Stock 1 dans les années 70, fin 70, encore une fois dans le golfe du Mexique. C'était deux plateformes exploratoires. Souvent, on dit, bon, on va se doter de règles, on va être les meilleurs au monde, les plus hauts standards au monde, on voit ça très, très souvent. La Norvège, on vante souvent le modèle norvégien. Oui, la Norvège est un modèle à l'échelle planétaire. Ils sont dotés de règles très, très sévères. Mais ça n'empêche pas les accidents, ça n'empêche pas les problèmes. La technologie, c'est la technologie, et toute technologie brise, par définition. La Petroleum Safety Authority de Norvège a fait une enquête sur 406 puits de forage. Et ce qu'on a retrouvé tout récemment, ce qu'on a trouvé, c'est que 18% des puits avaient des problèmes structuraux. On a même été obligé de fermer 7% des puits parce que le problème était trop important. Ils ont connu leur lot de déversement majeur. Je vous signale qu'un déversement majeur, c'est 300 tonnes et plus, par définition. Stratford a 3696 tonnes, 630 tonnes, 286. Donc, ils ne sont pas abris des problèmes. Et même, ils ont des rejets de routine, on va en parler un petit peu tantôt, où, par la loi, on est autorisé à rejeter en mer quotidiennement une certaine quantité de pétrole. Dans leur cas, c'est plus de 2000 tonnes par année pour l'ensemble de la mer de Norvège. Donc, c'est pour vous montrer qu'on n'est pas à l'abri des problèmes. On peut se demander une question importante. Est-ce que le Canada est prêt, dans le golfe du Saint-Laurent, dans l'Atlantique, à faire face à une marée noire importante? Il y a un rapport très important qui est sorti en février 2013. C'est le commissaire à l'environnement, au développement durable, qui lui relève du vérificateur général du Canada. M. Scott Vaughan, son rapport lui avait comme mandat d'examiner l'Office de Terre-Neuve, l'Office de Nouvelle-Écosse et le gouvernement canadien. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on a les outils? Est-ce qu'on a l'expertise et toute la structure pour faire face? Et sa réponse, c'est clairement, je ne pense pas que le Canada serait capable de se faire face. Il a noté une foule de recommandations, de problèmes. On ne vérifie pas les capacités des compagnies. Les plans d'intervention sont pas à jour. Une foule de recommandations de cet ordre-là. Vous donnez des exemples très simples. On ne requiert pas d'observateurs indépendants sur les plateformes en mer.
Et ça, c'est la norme dans l'Est du Canada. Un exemple, et ce sont les compagnies qui rapportent les accidents. Le 18 décembre 2013, c'est tout récent, la société qui gère la plateforme Hibernia a rapporté, donc ils ont pris le téléphone satellite, ils ont appelé l'Office de Terre-Neuve à Saint-Jean, ils ont rapporté, on vient d'avoir un déversement de 10 litres. Le 17 janvier 2014, nouveau coup de téléphone, on s'est trompé, c'était 6 tonnes. Oh, la différence. L'Office de Terre-Neuve a ouvert une enquête sur leur façon d'évaluer leur déversement pétrolier. Donc, c'est simple. Un observateur indépendant qui pourrait vérifier, mais on n'a même pas ça présentement. Je vous parlais tantôt de déversement de routine qui sont autorisés par règlement. C'est assez aberrant. Le principe, c'est les eaux de production. Le pétrole, souvent, il ne sort pas tout seul du fond de la mer. Il faut injecter de l'eau sous pression et ça force le pétrole à sortir. Et cette eau-là, cette eau de mer qu'on injecte, ben, elle ressort. Elle ressort, mais contaminée avec du pétrole. Donc, on doit, sur la plateforme, et ça, c'est des milliers de tonnes qui sont générées, on doit décontaminer cette eau-là avant de la rejeter à la mer. Sauf qu'on permet, on ne peut pas la décontaminer à 100%, donc on permet une certaine quantité de pétrole de rester présente dans cette eau de production. Il y a des normes, 0,44 mg par litre d'eau sur une moyenne de 24 heures, mais au bout du compte, à Hibernia, ça représente 7,5 barils de pétrole par jour qui est rejeté à la mer. Ça représente 2755 barils par année qui est rejeté à la mer. De façon tout à fait légale, de façon, c'est autorisé. C'est quoi notre capacité à répondre à un déversement? Présentement, elle est limitée à 15 000 tonnes dans l'Est du Canada, l'ensemble de l'Atlantique et du Golfe Saint-Laurent. Donc, on a l'équipement pour ramasser 15 000 tonnes sans plus. Donc, ça, et quand on pense que dans le Golfe du Mexique, c'était au-delà de 530 000 tonnes qui a été déversées, il y a une marge de différence. Qui paierait la facture? Présentement, la responsabilité absolue, elle est limitée à 30 millions de dollars. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que s'il y a un dommage qui est en bas de 30 millions, c'est la compagnie qui paye, qu'elle soit responsable ou non. Si le dégât est plus de 30 millions, il faut aller en cours et prouver que la compagnie est responsable et qu'elle a été négligente. Et ça, c'est extrêmement difficile. Avec BP, dans le cas du Golfe du Mexique, on n'a toujours pas prouvé qu'elle a été négligente, même après 4 ans de procès. C'est extrêmement difficile. Le prix dans le Golfe du Mexique, c'est 43 milliards, alors que nous, notre responsabilité est limitée à 30 millions. Je vous donne quelques exemples. La Norvège, l'Islande, le Danemark, le Groenland n'ont pas de plafond de responsabilité. C'est-à-dire que les compagnies sont responsables à 100%, peu importe qu'elles soient responsables ou non. Donc, ce qu'on demande tout simplement, c'est pourquoi ici, on est toujours limité à 30 millions de dollars. Même s'il y a un projet de loi d'étude pour faire monter ça à 1 milliard, et qui est présentement à l'étude au fédéral, mais c'est clairement insuffisant quand on sait que les pays n'ont pas ce plafond. Finalement, au niveau des lois, des règlements, des évaluations environnementales. Avant le 6 juillet 2012, tous les forages en mer et tous les levées sismiques avaient des évaluations environnementales obligatoires fédérales. Après le 6 juillet 2012, si vous vous rappelez, c'était le fameux projet de loi C-38, le projet de loi Mammouth qui a complètement transformé les lois environnementales. Depuis ce jour-là, seulement le premier forage dans un permis est soumis à une évaluation environnementale. Tous les forages subséquents ne sont pas soumis aux évaluations environnementales. Et le levée sismique, aucune évaluation environnementale pour les levées sismiques. Alors, sachant ça, quelles pourraient être les répercussions dans le Golfe du Saint-Laurent? Quelque chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est que dans le Golfe, c'est très différent de l'Atlantique. Terre-Neuve, on voit à droite les plateformes qui sont en exploitation ou sur le point de l'air. C'est 350 km au large dans l'Atlantique, très loin des voisins, tandis qu'on voit O'Leary qui est à l'intérieur du Golfe, très près des îles de la Madeleine, de la côte ouest de Terre-Neuve. On a fait des simulations de déversement de pétrole. Qu'est-ce qui arriverait s'il y avait un déversement important à Hibernia? Et dans tous les cas, systématiquement, la nappe de pétrole est évacuée au large dans l'Atlantique. On a fait des simulations ici au site d'O'Leary.
Et dans tous les cas, la côte ouest de Terre-Neuve, les Îles-de-la-Madeleine, le Cap-Breton risquent d'être touchés. Le golfe du Saint-Laurent, c'est extrêmement complexe, des courants très complexes qui entrent à l'intérieur du golfe, et ça rendrait toute catastrophe très, très difficile à gérer. Un exemple simple, qui s'est produit un désastre où le Irving Whale qui a coulé aux Îles-de-la-Madeleine, près des Îles-de-la-Madeleine en 1970. On voit la nappe de pétrole, en à peu près 2 semaines, cette nappe-là s'est déplacée avec ces grands courants-là pour aboutir aux Îles-de-la-Madeleine, souiller 80 km de plage. La baie de Sept-Îles, le 1er septembre, il y a eu un déversement de 5 tonnes. 5 tonnes, c'est vraiment pas beaucoup. Les dommages, plus de 20 millions de dollars. Et la baie de Sept-Îles s'est protégée. Et malgré ça, une petite tempête a fait briser les estacades et il y a vraiment eu beaucoup de dégâts. Transport Canada a fait une étude et on s'est rendu compte que le golfe du Saint-Laurent, c'est l'endroit au Canada qui est le plus vulnérable au déversement pétrolier. Et comparé avec la côte de Terre-Neuve, il y a vraiment une différence très, très importante. Qu'est-ce qui arriverait avec un déversement sous couvert de glace? Ça, c'est le portrait en rouge foncé, la glace, le 10 mars 2014, donc cette année. Le golfe était couvert de glace presque mur à mur. Un déversement sous couvert de glace, c'est extrêmement difficile à gérer. Il y a moyen de s'en sortir, mais c'est extrêmement difficile. Et le golfe, c'est un des très rares endroits au monde, en dehors de l'Arctique, où on aimerait faire des forages pétroliers et il y a un couvert de glace. Quelques chiffres pour les dommages de Deepwater au niveau économique. Le coût total, 43 milliards. L'impact sur les pêches, 8,7 milliards. Quelque chose d'important, c'est que la confiance aux produits de la mer, 3 ans après, il y a 30% des gens qui n'avaient toujours pas confiance aux produits de la mer. Les impacts environnementaux, un tas d'impacts environnementaux, et le dernier, les écosystèmes benthiques, on calcule que ça va prendre des décennies avant de revenir à la normale. Tenant compte de ces répercussions possibles-là, est-ce qu'on devrait aller de l'avant, oui ou non, dans le golfe? Il y a des études qui ont été faites, des évaluations environnementales stratégiques. Il y en a 2 qui ont été complétées par le gouvernement du Québec. La première a été complétée en septembre 2010. Et on a utilisé tout l'estuaire et le nord-ouest du golfe. Donc, c'est l'endroit qui est pointé par la flèche à l'ouest d'Anticosti. La grande conclusion de ce rapport-là, qui a été fait par une grande firme d'ingénierie, Icom Texul, ils ont dit que ce bassin serait peu propice à la tenue d'activités d'exploration et d'exploitation pétrolière et gazière. Avec cette conclusion en main, le gouvernement du Québec a adopté une loi en juin 2011 qui interdit totalement, de façon permanente, toute activité pétrolière dans cette partie du golfe et dans l'estuaire. Une autre étude, ce qu'on appelle l'EES2, qui a été pilotée par la firme Génivard, ils sont attardés, eux, à toute la partie du golfe québécoise, donc la partie jaunâtre. Le rapport final est sorti en septembre 2013. Et parmi les grands constats que le rapport faisait, très faible acceptabilité sociale. Autour du golfe, les gens sont très rébarbatifs. Et puis, curieusement, plus on se rapproche du golfe, plus les inquiétudes sont grandes. Il y a des graves lacunes de connaissances. Il n'y a pas de cadre légal adéquat. On n'est pas prêt à un déversement, comme on l'a vu tantôt. Et on suggère de considérer le golfe comme un tout, ne pas de couper en pointe de tarte et vraiment l'analyser comme un tout. Et suite à ces constats-là, le gouvernement du Québec, présentement, a à prendre la décision. Est-ce qu'on devrait, oui ou non, aller de l'avant dans la partie québécoise du golfe? Il ne faut pas oublier tous les aspects socio-économiques. Je vous montre ici un peu la valeur du golfe Saint-Laurent. Au niveau des pêches et débarquements, transformation, 1,5 milliard par année. Le tourisme relié à la mer, 0,8 milliard par année. Donc c'est vraiment une richesse renouvelable qui est à conserver. Et surtout, ce que je veux pointer, c'est une image de qualité à maintenir. S'il arrive un désastre dans ces milieux-là, la pêche, le tourisme peuvent grandement écoper, même si la nappe de pétrole ne touche pas les côtes. Et finalement, beaucoup de groupes tout autour du golfe et dans les 5 provinces. Ça, c'est important de penser qu'on n'est pas seul. Le golfe, on est 5 colocataires
Si quelqu'un va de l'avant, tous les autres peuvent écoper. Donc ça, c'est un petit peu un survol à l'échelle du Golfe. Les municipalités de Gaspésie, de la Madeleine, 78% des résidents des îles de la Madeleine, selon un sondage municipal. Toutes les associations touristiques autour du Golfe, beaucoup d'associations de pêcheurs, des scientifiques, beaucoup de Premières Nations autour du Golfe demandent un moratoire ou demandent une commission d'examen, une espèce de commission d'enquête qui se penchait sur la totalité du Golfe et non pas des petits morceaux à gauche, à droite. Et finalement, je vous laisse en vous disant que dans le cas du Saint-Laurent, dans le fond, on est tous voisins, c'est un grand plan d'eau qu'on se partage. Les pêcheurs des îles de la Madeleine vont pêcher dans les eaux de Terre-Neuve. Les pêcheurs de l'île du Prince-Édouard viennent pêcher dans les eaux québécoises. En milieu marin, les frontières qu'on a tracées ont beaucoup moins d'importance et la pollution pétrolière pourrait aussi, elle, se déplacer tout partout. Donc, peu importe qui fait quelque chose dans le Golfe, les autres risquent d'écoper. Et c'est une décision commune qui serait à prendre par les 5 provinces. Merci. Peut-être allumer la lumière en arrière. Alors, juste quelques idées que j'ai retenues. Il y a des gros problèmes de sécurité dans l'exploitation pétrolière, dans le Golfe Saint-Laurent, entre autres pour les leviers sismiques. Je rappelle que l'exploration, c'est le stade le plus risqué dans le cycle de l'exploitation pétrolière. C'est une question de déversement. Et les répercussions, le Golfe Saint-Laurent est très vulnérable à cause de ces courants qui sont assez circulaires. On va reprendre nos places. Le troisième panéliste, c'est dans le moindre, M. Christophe Simard, qui va nous parler des surplus énergétiques du Québec en lien avec ce que la commission d'enquête a révélé et puis ce que les groupes environnementaux en pensent. Alors, M. Simard, on vous la parole. Oui, bonjour. On m'a donné les devoirs à faire. On m'a demandé, par exemple, on dit que le Québec possède actuellement d'énormes surplus d'électricité. Peut-être d'abord, moi aussi, je faut remercier le Centre Justice et Foi, même si moi je suis athée, je vous remercie. Pas de problème. C'est le vieux gag. Mais ceci dit, l'engagement de la revue Relations, d'ailleurs, je vous conseille vraiment de lire, c'est toujours des articles, et avec une soif d'équité, de trouver des nouvelles voies au niveau social, qui honore le Centre Justice et Foi, qui organise depuis plusieurs années des débats de ce type-là, et c'est toujours extrêmement intéressant. On a fait des débats avec M. Deneau, avec le Plan Nord et avec M. l'Italien, d'autres. Donc c'est toujours des débats de haute qualité. Malheureusement, et comme ça ne peut pas être de qualité parfaite, de temps en temps, ils m'invitent. Ils ont le sens de l'humanité, ils savent que ça prend une diversité et que j'ai le droit de m'exprimer moi aussi. Donc, si on revient donc dans les éléments qui sont demandés, le Québec possède actuellement d'énormes surplus d'électricité suite, entre autres, à l'émergence de l'industrie américaine des gaz de schiste. Parce qu'ils font de l'électricité là-bas avec le gaz de schiste, bien entendu. Nous devons donc nous demander que faire de nos surplus d'électricité tout en cherchant à diminuer notre empreinte écologique. Donc, on me demande, est-ce qu'on doit promouvoir plus de développement industriel en vendant l'électricité à rabais, tout en attirant des industries à haute dépense énergétique? On pense souvent aux alumineries, mais il peut y avoir d'autres types. Exporter les surplus afin de contribuer à diminuer l'utilisation du charbon, par exemple, en Amérique du Nord. Convertir une partie des transports, principale source du Québec des émissions de CO2, vers l'électricité. Construire d'autres infrastructures vertes de production énergétique, comme le parc éolien dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. C'est des questions assez importantes et assez embêtantes aussi, jusqu'à un certain point. Alors, je pense qu'il faut, peut-être situer ça là, dans un ensemble. Souvent, à Nature Québec, on aime bien, quand on parle d'énergie, situer ça dans un contexte quand même d'empreinte carbone, d'empreinte écologique et de lutte au changement climatique qui est le fléau le plus important. Et quand on produit l'électricité au Québec,
ça se fait souvent avec l'hydroélectricité, mais bien souvent ailleurs dans le monde avec des énergies fossiles. Au Québec aussi, on brûle de la biomasse forestière pour produire de l'électricité. C'est assez aberrant. Ça coûte très, très cher, c'est polluant, mais c'est en fait une subvention aux industries forestières qui est en discuté il y a quelques années. Et on a créé totalement un programme pour les subventionner, puis on a utilisé la production d'électricité. On s'aperçoit aussi qu'au Québec, l'énergie sert de politique de développement régional. Par exemple, on va harnacher des rivières. Si vous êtes une municipalité ou une MRC proche d'une rivière harnachable, c'est le fun. Si vous avez le malheur d'habiter à Saint-Germain, de Grande-Terre, à l'heure de Vaudeville, avec pas de rivière, bien vous autres, vous n'avez pas droit au développement, vous passez en face. C'est pas tout à fait ce qu'on appelle équitable dans cette façon de faire. Donc, on utilise l'énergie à toutes sortes de sources et on n'analyse pas véritablement comment, finalement, notre politique énergétique peut être cohérente avec le problème majeur, je pense, de l'humanité, qui est de faire face au phénomène de changement climatique, de surutilisation du pétrole. Donc, comment on peut substituer les énergies fossiles avec de l'électricité, mais de l'électricité qui ne soit pas elle-même originaire de l'énergie fossile, parce que là, on tourne en rond de façon assez importante. Et donc, comment on peut, comme société, comment on peut contribuer à cette lutte au changement climatique là, qui menace, je ne reviendrai pas, vous avez vu le GIEC hier, et bon, si vous n'êtes pas nécessairement des lecteurs friands de Jacques Brassard au Châtelet-Saint-Jean, ou des fois il y avait même des chroniques ici, mais vous savez, il y a encore beaucoup de gens qui me demandent, moi je suis président d'un petit groupe de théâtre qui est un groupe communautaire qui s'appelle Entraque, qui travaille un peu comme le film Gabriel, vous avez vu, mais à Québec, là, donc des comédiens professionnels avec des jeunes comédiens qui ont des problèmes de déficience. Le directeur est un chic type, un gars animé, intelligent, puis il dit « Est-ce que c'est vraiment vrai, les changements climatiques? » Donc, c'est quand même encore, on dit presque la moitié, ça dépend des sondages des habitants des Amériques, d'Amérique du Nord, c'est-à-dire les Américains, en tout cas les États-Unis, doutent de l'existence des changements climatiques. Hier, on a fait quand même la synthèse de 12 000 études scientifiques qui montrent les effets réels des changements climatiques, mais on est encore à lutter contre une certaine idéologie dominante qui nous dit « c'est pas si grave, on va trouver des solutions au cas où ça existe ». On pense que ça n'existe pas, mais si ça existe, on va trouver des solutions technologiques éventuellement. Il ne faut pas trop s'en faire, il ne faut pas s'attaquer au problème dans son ensemble. La société québécoise, puis les Québécois sont interpellés quotidiennement avec des messages énormément contradictoires. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire au Québec pour lutter contre les changements climatiques? On dit, hey, nous autres, c'est merveilleux, on a développé l'hydroélectricité, c'est donc merveilleux, on produit l'électricité avec des rivières, ça n'a aucun impact. Et c'est magnifique, et on n'a pas besoin de faire attention, hein, parce qu'il y en a en masse, donc on peut dépenser et gaspiller en masse. Puis aussi, nous, on est bon. Hein? On est bon pour se chauffer dans nos maisons. Près de 70% des foyers se chauffent à l'électricité. Et donc, c'est véritablement la façon de faire. Et donc, on se met les bretelles, on est très bon. Puis, on peut même l'envoyer aux autres et tout ça. On ne questionne pas tellement le fait que 43% de nos émissions viennent du transport, qu'on est amoureux là, de l'automobile. Qu'effectivement, il y a eu une diminution dans le milieu des années 70 avec la montée de l'hydroélectricité, des barrages, puis le fait qu'on transformait là, les maisons qui arrêtaient de chauffer au mazout et qui chauffaient à l'électricité. À un moment donné, il y a eu véritablement là, une diminution des émissions et il y a véritablement eu un succès, mais rapidement, une automobile, 2 automobiles, 3 automobiles par famille. L'étalement urbain fondamental a finalement complètement détruit les gains qui avaient été faits dans les années 70. Donc, on n'est absolument pas idéal. Mais les gens aiment bien, on est tous chauvins, tout ça, mais il y a quand même Harvey Mead qui a calculé dans son premier rapport, c'était le président fondateur de Nature Québec, hein, je suis le directeur général de Nature Québec, Harvey Mead, qui a été aussi commissaire au développement durable, qui a calculé l'empreinte écologique, qui a fait une première tentative de calculer l'empreinte écologique du Québec, puis il a calculé que si tous les habitants de la Terre consommaient comme nous, ça prendrait 3 planètes. Déjà, on estime qu'en 2005, parce qu'on n'a pas des mises à jour très régulières, mais disons qu'on estime au moins
à 1,4, 1,5 planètes actuellement. C'est-à-dire que l'empreinte écologique, c'est un peu qu'est-ce que ça prend comme terre, comme hectare pour nourrir les humains, par l'humain. Et là, on calcule le nombre d'humains, puis on regarde les hectares disponibles, puis on estime qu'actuellement, la planète a dépassé la capacité de nourrir convenablement, de façon digne, là, ses habitants. Donc, on a dépassé une empreinte écologique équilibrée et on est quand même tous humainement responsables, moralement responsables de cette question-là. On ne peut pas, de notre côté au Québec, de notre façon de consommer, imaginer qu'on consomme l'équivalent, si tout le monde consommait comme nous, de 3 planètes. On ne peut pas se targuer d'être bon, on ne peut pas penser qu'on est à l'avant-garde si on ne règle pas cette question-là. C'est une réflexion collective, planétaire, mais aussi locale. Et c'est très, très difficile, parce qu'on n'aime pas se faire la morale. On n'aime pas se faire dire qu'on est des champions. On aime gagner la Coupe Stanley, on aime être les meilleurs, on aime le sirop d'érable. Mais en même temps, il demeure que c'est un problème fondamental auquel tout le monde doit s'attaquer. Et si on a, par exemple, si on dispose de surplus d'électricité, il faut les utiliser pour lutter contre le phénomène des changements climatiques. Maintenant, à un moment donné, on se fait poser des questions un peu embêtantes, du genre, il y a des surplus énormes. Quand on dit qu'il y a des surplus énormes, là, c'est énorme. On parle des térawattheures, là, c'est des milliards de kilowattheures. Là, on estime, là, des 10 dernières années, qu'il y a eu plus de 75 milliards de kilowattheures là, de produits en trop d'électricité et payés à prix très, très élevé. On estime qu'on aurait pu avoir un congé, tout le monde, de payer de l'électricité, de tarifs, là, si on était juste équilibré au niveau des surplus pendant 8 mois. Puis ça comprend là, Alcan, Alouette, Alcoa, tout le monde. Tout le monde, on aurait eu congé, pour les 10 dernières années, les surplus qu'on paye, on aurait eu 10 ans, 8 mois totalement gratuits d'électricité, c'est pas rien quand même. Hein? Et donc, ça pose quand même, c'est gigantesque, ça coûte cher économiquement. Et actuellement, c'est quoi? Ça développe des projets qui ont aussi des impacts sur l'environnement. On parle de la rivière Romaine. Récemment, le rapport de la Commission disait qu'il ne faudrait peut-être pas faire Romaine 3 et 4. On a fait les 2 premiers, là, mais dans un contexte de surplus, quand on calcule tous les coûts, Hydro-Québec dit que c'est seulement 6,5 sous, là, mais quand on calcule tous les coûts, on n'est pas loin de 10 sous du kilowattheure avec la rivière Romaine. Bien, on devrait arrêter, là, arrêter. Il y en a qui disent « Ah oui, mais en 2041, Terre-Neuve, c'est fini le contrat. » Il y a Jean-Thomas Bernard qui dit « Oui, le contrat est fini, mais ils vont encore avoir de l'électricité à vendre. Et sans doute qu'ils vont le vendre moins cher qu'elle coûte à produire, là, parce qu'on va voir qu'à vendre leur électricité aussi. Donc, c'est pas... Donc, on a des surplus énormes. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver une solution à ça. On a des surplus en masse, fait qu'on va se claquer les programmes de conservation et d'efficacité énergétique, puis les programmes de conservation, puis il y a tout à la régie, puis l'air de rien, là. On a beaucoup d'électricité, on ne commencera pas à dire aux gens de mettre de l'isolant puis de faire attention. Là. Prenez-la l'électricité, payez-la. Là, on a des problèmes de surplus encore énormes, puis à un moment donné, des entreprises qui sont ici, et c'est une méthode assez classique des entreprises multinationales, c'est on est ici, mais on pourrait être ailleurs. Et vous avez des surplus énormes. Donc, baisser nos tarifs qui sont déjà là, dans les plus généreux au monde, mais ils jouent déjà le chantage ailleurs, même aux États-Unis, ça a baissé avec les gaz de schiste, donc on peut aller. Sinon, on va aller en Chine, puis on va le faire avec du charbon, ça va être bien pire ici. Donc, il y a vraiment une problématique. On a réfléchi à cette question-là, et c'est sûr et certain que l'idée de se servir de ces surplus-là pour électrifier massivement les transports. On parle souvent de transport en commun, mais même au niveau là, de transport individuel. On ne pense pas que c'est la solution seulement au niveau des transports individuels, c'est mieux au niveau des transports en commun. Mais, sûr et certain, c'est structurant, à la limite, plutôt que la donner littéralement aux producteurs d'aluminium ou aux producteurs qui viennent ici s'installer, mais qui ne sont pas les producteurs de biens et services, là, qui sont les plus efficaces et les plus intéressants au niveau d'industrie à attirer chez nous. Oui, il y a ça, c'est pas une idée nouvelle, ça a été discuté. Dans les surplus d'énergie, qu'est-ce qu'on fait? Il y a à un moment donné un document de consultation de la Commission qui disait hey, ce qui est intéressant, c'est justement de stimuler l'activité économique.
M. Vitali en a parlé tantôt. Si on a des surplus, puis on fait de l'efficacité énergétique, il y a des surplus énormes, bien, investissons là-dedans pour stimuler la production. Faisons venir des entreprises, puis promettons-leur même de payer leur énergie à la limite, ou de payer leur usine. Hein. On rit, mais ça s'est fait au Québec. On a construit des usines pour des entreprises. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de Kenworth, là, qui était l'usine de camions qui menaçait de s'en aller aux États-Unis. Puis on lui a donné l'usine, littéralement. Là. Donc, c'est des choses qui se font et qui peuvent se faire. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de bien avec ça? Bon, nous, on a travaillé beaucoup à Nature Québec avec le mouvement Sortons le Québec du nucléaire. On a réussi à obtenir la fermeture de Gentilly. On a obtenu ça, mais il demeure qu'il y a pratiquement 3000 tonnes de déchets hautement radioactifs, c'est sans compter même les équipements déclassés et les équipements faiblement et moyennement radioactifs. Il y a notre voisin, l'Ontario, qui produit encore énormément d'énergie avec l'énergie nucléaire. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu d'avoir des ententes à long terme avec l'Ontario de substitution d'énergie nucléaire? Est-ce qu'en échange, on pourrait dire, vous avez quand même des installations temporaires, hein, parce qu'il n'existe pas de solution permanente pour les déchets nucléaires. C'est la pire d'un point de vue là, éthique, là, énergie possible, c'est que ça nous chauffe, ça nous fournit l'énergie pour une génération, puis en ce faisant, ça produit des déchets dont la durée de radioactivité va être de plus de 100 000 ans. C'est quand même assez étonnant, là. On satisfait nos besoins en léguant pour 100 000 ans le coût le coût réel de cette fourniture d'énergie-là. Donc, on a 2500 tonnes de déchets hautement radioactifs qui sont stockés sur le bord du Saint-Laurent, sans compter la centrale de Gentilly, qui était expérimentale, qui a fonctionné 172 jours, mais qui n'est toujours pas décontaminée. Donc, pourquoi on n'échangerait pas? Pourquoi on n'aurait pas ce type d'entente? Puis, dépannez-nous, vous avez déjà aussi, puis on sait qu'il y a un problème, on va devoir trouver un site permanent ou une façon de la moins pire, la moins dommageable. C'est extrêmement difficile, mais et ça fait notre affaire aussi, parce que s'il y a un accident nucléaire en Ontario, là, le nuage radioactif, là, les courants dominants, donc c'est bien pensé de vendre notre électricité, pas nécessairement à perte, là, les avant. Donc ça, c'est des éléments là, qui sont aussi à considérer. Oui, des échanges de remplacement avec du charbon. Ça a été donné comme exemple, éventuellement, d'avoir des ententes comme celle-là. Il faut voir des fois, souvent on nous a dit, bien, c'est bien d'exporter massivement aux États-Unis nos surplus d'électricité. Ça fait de la business, ça rend de l'argent au Québec. Actuellement, c'est moins vrai, hein, à 4,5 cents du kilowattheure. Ça a tendance un peu à monter, hein, parce que la bulle des gaz de schiste commence peut-être à s'essouffler. Mais on va exporter massivement, puis comme ça, ils vont substituer naturellement des façons de produire de l'énergie beaucoup plus dommageables. Malheureusement, aux États-Unis, quand ils font ce genre de choses-là, souvent ils peuvent, et c'est un peu le même principe que M. Vitali a dit tout à l'heure, c'est que si tu doubles ta consommation d'énergie, la substitution change quelque chose pour une partie. Donc, ça, c'est une problématique. Même, certains disaient qu'il faut exporter notre eau. Hein. Nous, on a beaucoup d'eau. Mais oui, sur des questions humanitaires, le Québec, éventuellement, pense pour des questions humanitaires, exporter son eau, si c'était faisable et potentiellement économiquement, des gens qui ont vraiment... Mais ceux qui remplissent l'Arizona de terrains de golf, est-ce que nous, on va prendre notre eau pour alimenter les terrains de golf de l'Arizona? Donc, c'est la même problématique qui se pose, mais c'est des choses importantes avec nous. Donc, pour nous, il demeure que la principale investissement qu'on doit maintenir. On se dit, est-ce qu'on continue à développer l'éolien et les énergies renouvelables parce qu'on a développé une technologie, on a développé la Gaspésie avec ça, ce serait bête d'arrêter ça. Donc, beaucoup de gens, même chez les écologistes, vont dire, bon, j'en ai entendu, gardons les alumineries ici parce que c'est pas avec le charbon, baissons les tarifs. On a vu des gens dire, même dans notre mouvement à nous, là, donnons l'électricité le moins cher possible pour pas qu'ils produisent de l'aluminium en Chine avec le charbon. Ils sont très bien capables de faire les deux. Hein. Et mais nous, on s'inscrit en faux là-dessus. Mais ça nous fait poser la question, oui, on doit maintenir, et ça ne doit pas être Hydro-Québec qui décide des programmes d'efficacité énergétique. Il y a partout dans le monde des commissions indépendantes. La Régie d'énergie, normalement, devait regarder quelle est la meilleure façon de satisfaire les besoins énergétiques des Québécois, puis comment on peut être
moins énergivores, et il y avait ce qu'on appelle la planification intégrée des ressources, qui était dans la loi qui a créé la régie. Malheureusement, ça a été changé. Il faut absolument revenir à ça, parce que c'est absurde. On produit et on pense des questions énergétiques en silo. Donc, il faut absolument changer cette mentalité-là. Donc, oui, on doit maintenir, je pense, les programmes d'efficacité énergétique, mais particulièrement en termes de conservation. C'est-à-dire que, et ça crée de l'emploi, c'est intéressant, donc diminuons notre consommation d'énergie. Ces surplus-là, utilisons-les en substitution, en l'électrification massive des transports, en substitution d'énergie plus polluante chez nos voisins. Mais c'est plus intéressant, la conservation d'énergie, c'est aussi beaucoup à l'aménagement des villes, c'est beaucoup l'isolation des maisons, des institutions, des entreprises. Il y en a partout où il y a des Québécois, donc cet investissement-là se fait autant en région que dans les centres-villes. Donc il y a un investissement très bien réparti dans l'écumène et ça peut être extrêmement intéressant. Peut-être quelques mots, si vous permettez, en terminant, et il me reste 2 minutes. Dans ça, quelques mots pour dire, bon, la question des surplus d'énergie, de leur utilisation est complexe. Nous, on pense aussi que l'électricité doit avoir un prix réellement important. C'est-à-dire que si on veut conserver, il faut que ça coûte quand même assez cher. Certains vont dire dans les associations de consommateurs, oui, mais vous ne pensez pas, il y a des familles. Oui, je pense qu'il doit y avoir des crédits d'impôt. On doit considérer, dans des programmes d'incitation à la conservation d'énergie, on doit utiliser les outils, mais on ne doit pas nécessairement mettre l'énergie le moins cher possible pour l'ensemble des entreprises et des consommateurs pour s'assurer qu'on ne crée pas un problème social chez les plus démunis. Je pense qu'il faut utiliser les lois fiscales pour corriger ces choses-là, mais il faut avoir un signal de prix pour l'électricité pour la consommer de façon moins importante. C'est un défi important. Et ça, je pense qu'il faut le faire. Aujourd'hui, on a, avec les anciens, dans l'ensemble, puis on est en période électorale, là, fait que vous me pardonnerez de conclure avec la question des élections, on a posé 17 questions à 6 partis politiques au Québec, axées sur le plan d'action sur les changements climatiques et donc sur la lutte aux changements climatiques. 17 questions. Il y a 3 partis qui se sont démarqués positivement. Québec solidaire, 98% des points. Il y a eu ON avec 78% et le Parti vert du Québec qui se situe entre les deux. Dans les partis majeurs, il y a eu le Parti québécois, 46,5% des votes, et ensuite le Parti libéral, et à 28%, la CAQ qui termine un peu là-dessus au niveau de ses intentions. C'est extrêmement important de se poser la question, est-ce qu'on fait un virage ou non, ou on va simplement dire ce que les gens veulent entendre, je ne veux pas payer trop cher de gaz. Aujourd'hui, on a promis d'annuler les hausses d'électricité, je ne dis pas qu'ils sont justifiés à tout point de vue, et que finalement, le consommateur moyen paie beaucoup pour les rabais qui ont été donnés récemment aux alumineries et que les tarifs ne sont pas vraiment bien structurés, on se comprendra, mais d'annuler la hausse comme ça, sans plus de réflexion, de façon un peu démagogique, ça attire peut-être comme l'élimination de la TPS pour le gouvernement Harper, mais ce n'est pas, selon nous, une réflexion approfondie. Donc, je vous invite, en terminant, il y a une campagne, je vous invite à aller sur le net. C'est pour aller, c'est Découvrons nos valeurs environnementales. Vous allez directement, vous pouvez passer par notre site, c'est sympathique, mais vous pouvez aller directement à la Fondation David Suzuki et vous avez en page d'accueil la possibilité d'envoyer un message aux partis politiques. Dans les questions énergétiques, je ne l'ai pas abordé, je l'ai abordé surtout du point de vue des surplus, c'est ce qu'on m'avait dit au niveau d'Hydro-Québec, mais il est clair et net là, que dans ça, il y a le questionnement. Donc, si on veut être indépendant du pétrole et on ne commence pas à faire venir le pétrole des sables bitumineux, le laisser passer sur notre territoire à 1,1 million de barils de pétrole et par jour, hein, c'est le projet de l'Oléoduc sur 720 km sur notre territoire. Donc, on doit dire non à ça. On doit aussi s'opposer à l'exploitation du pétrole de schiste sur Anticosti. Et on doit aussi militer pour la conservation de la région boréale, qui est un magnifique réservoir de carbone. Donc, on dit aux gens, puis c'est assez automatique, vous pouvez envoyer à tous vos candidats. Actuellement, près de 5500 personnes ont répondu. Avec vous, ça va en rajouter quelques-uns. Faites cet exercice citoyen-là, parce que nos vraies valeurs, il faut l'exprimer auprès des candidats. Actuellement, il se fait du clientélisme, où chaque parti essaie de s'arracher une partie du vote conservateur et ajuste tout son discours politique autour de satisfaire un segment.
de vote et c'est assez tristounet à voir là, quand on veut avoir une vision. Donc, je vous invite à aller voir les résultats de notre questionnaire et surtout à découvrir vos vraies valeurs environnementales. Et on peut être cynique, mais les changements passent par la mobilisation citoyenne et ce genre de gestes-là peuvent faire avancer les choses, même si des fois, moi-même, des fois, me levant le matin, là, merci.